Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension Grimpe. Moi c'est Léo, coach en escalade depuis 2023, grimpeur depuis bientôt 10 ans et cofondateur d'Ascension avec Pierre et Mathias. Depuis 2025, on accompagne des grimpeurs adultes qui veulent progresser intelligemment, structurer leurs pratiques, mieux comprendre leur entraînement et surtout continuer à progresser malgré les contraintes de la vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, en cumulant nos expériences de coaching, on a accompagné plus de 300 grimpeurs avec une approche qui va bien au-delà de la simple préparation physique. Entraînement, nutrition, récupération, mobilité, prévention des blessures, gestion de la fatigue, structuration des cycles d'entraînement, études de cas concrètes. Le but de ce podcast, c'est de te transmettre des outils simples, concrets et applicables pour t'aider à progresser durablement en escalade. Alors si tu es un grimpeur en quête de progression, que tu veux arrêter de t'entraîner au hasard et commencer à faire des choix plus intelligents pour ta pratique, tu es au bon endroit. Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension. Aujourd'hui je suis avec Damien. Salut Damien. Salut Léo, salut tout le monde. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup est-ce que tu peux un peu rapidement te présenter et après moi je ferai du coup la petite intro pour expliquer pourquoi on est en train de faire ce podcast après ta petite présentation du coup. Ouais, bien sûr. Et ben du coup, moi je m'appelle Damien, j'ai 29 ans, je grimpe depuis 9 ans et essentiellement en falaise. Et j'ai découvert ton travail, Léo, je pense il y a 2 ans, en voyant passer sur Insta ta routine mobilité. Et du coup, j'ai trouvé ça pertinent. J'aimais vraiment pas le concept que tu vois en salle d'escalade où l'échauffement se fait avec 10, 10 ronds de coups, de poignets, de mollets. J'aimais pas ça. Ça prenait trop de temps. Et du coup, ta routine, je l'ai essayé il y a 2 ans et je la mets toujours en place. Et du coup, j'ai commencé à voir ton travail à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis tes podcasts chaque samedi maintenant, c'est ça? Ouais c'est ça. Maintenant je le mets tous les samedis, enfin en tout cas j'essaye. Et en vrai qu'est-ce qui t'a plu globalement dans le podcast? Si tu résumes un peu tout, que ce soit tu vois, je sais pas, le contenu, le format, qu'est-ce que tu aurais envie de voir plus tard sur le podcast, tu vois, des suggestions aussi. Bah, ce qui m'a plu, c'est déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de Français qui font autant de travail que toi. Bon, j'imagine qu'il y en a, je crois qu'il y en a de plus en plus, mais du coup, moi, je les connais pas. Mais vraiment, autant de travail condensé sur l'entraînement. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Du coup, ça fait pas longtemps que je suis dans le monde de l'entraînement, peut-être 2 ans, du coup, mais moi, ça me plaît. Je trouve que ça fait sens chez moi. Après, ce que j'aimerais voir plus tard, peut-être en tant que falaisiste, avoir un peu plus de tirage sur le caillou, mais c'est déjà très bien. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est que, bah là je l'ai dit encore dans le dernier podcast, en vrai j'ai pas les stats exactes, hein, mais je pense que 80% des gens qui écoutent le podcast c'est des bloqueurs, plutôt en salle aussi, que des falaisistes XT. Et du coup forcément bah, on s'adapte aussi à la demande, hein, parce que bah, nous le but après derrière c'est qu'on fasse du coaching. Donc forcément bah, si on parle à des falaisistes qui au final sont, je sais pas, j'ai un chiffre au pif 30 à écouter le podcast et que sur les 30 t'en as que 3 Mhm. qui veulent un coaching derrière, Ouais, ça bien marche sûr, juste pas pour nous. Donc il y a ça aussi. carrément. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Et là, j'ai reçu quand même quelques messages suite à la séance de Block Max, là, du coup, le flash de la semaine dernière. Et du coup, je Mhm. ferai forcément un épisode sur la séance de Voix Max. Mais en vrai, ça équivaut Génial. aussi à une séance de projet. Enfin, j'aurais pu l'appeler cet épisode genre Bloc Projet ou Voix Projet. Après, ça dépend. Là, c'était vraiment une séance typée plutôt en salle où tu peux varier un peu les styles sur trois quatre blocs ou quoi, ou trois quatre voix, on imagine. Mais en voix, tu fais pas trois quatre voix différentes. Enfin bref, je pense que je ferai un podcast vraiment dédié là-dessus. Trop cool. Et Génial. ouais, non mais franchement c'est top parce que de toute façon il y a toujours 10 000 trucs à dire et même rien que sur la séance de Block Max en elle-même, limite chaque sous-partie ça pourrait être un podcast en tant que tel, tu vois, de pourquoi tu fais, je sais Ouais, pas, un trois carrément. moves, pourquoi pas faire 6 pourquoi pas faire 8 j'en sais rien. Pourquoi tu fais 5 minutes de repos et pas 8, enfin en fait à chaque fois tu pourrais poser une question à chaque fois et te dire ah ok, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a telle contrainte, parce qu'il y a tel objectif. Et, euh, et du coup, si tu te présentes un peu plus en tant que grimpeur, là tu dis que tu grimpes à peu près depuis 9 ans, plutôt en falaise. T'en es où un peu là dans ta pratique en termes de, je sais pas, de niveau, d'objectif, de combien de fois tu grimpes par semaine, tu vois, si tu peux te présenter un peu rapidement pour que l'auditeur puisse Ouais, s'identifier à bien toi, tu vois, sûr. si jamais. Ouais, carrément. Et ben du coup, j'ai découvert l'escalade en 2017. Je suis tombé amoureux instantanément dès ma première fois, c'était en falaise. Et ensuite, j'ai fait que du bloc en salle pendant 1 an. Et ensuite, je me suis remis en falaise. Donc, j'ai commencé en 2017. La première année, donc en 2018, j'ai fait mon premier CETA et mon premier 7C. Euh,
L'année d'après, en 2019, j'ai fait mon premier 8A. Euh, L'année d'après, j'ai fait mon premier 8B. Et ensuite, je me suis blessé. Je me suis blessé au doigt, j'avais des inflammations chroniques, c'était hyper bizarre. Et pendant un an, j'étais blessé, je grimpais pas à mon niveau. Après, j'ai repris dans le 8A. J'ai refait un 8B et maintenant, je stagne un peu. J'ai pas refait de 8B, je refais des 8A là depuis que je m'entraîne depuis un an, j'arrive à être à l'aise dans ce niveau, mais j'ai ni réexpérimenté un 8B, ni fait de 8B+, peut-être un jour, mais donc voilà, ça c'est juste une question de niveau, mais sinon passionné du caillou et de tout ce que ça englobe, quoi. La communauté, l'entraînement aussi, tout est trop bien. J'adore. Tu grimpes vers où en termes de secteur de falaise là en général en ce moment ou là où t'as le plus grimpé Et ben moi j'habite à Saint-Léger-du-Ventoux, donc pour ceux qui connaissent, c'est un spot dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Alors je grimpe quasiment que ici. Et quand j'habitais à Marseille, j'allais pas mal à Céus, donc Céus, Saint-Léger, et puis forcément les Calanques et autour de Marseille, Ouais, sympa, c'est des beaux spots. grosso modo. C'est pas la falaise toute Les pourrie meilleurs. patinée juste derrière chez toi. Donc, non, non, Ouais, mais ça c'est incroyable. c'est trop cool. Je suis jamais allé Mm. à Saint-Léger, mais on est allé une fois à Sévuse, là, au moins pour voir le truc, tu vois. Moi, je fais pas trop de voix, Ah ben c'est mais ouais, incroyable. c'est mythique, quoi. Tu vois la falaise, tu vois les trucs, tu vois que les grimpeurs de haut niveau. T'es là en mode, ok, ouais, ça envoie, là, ça, c'est de l'escalade, tu vois. En plus, à Céus, t'arrives au secteur biographie, forcément, tu vois tout de suite, bam, les gens dans le neuf, quoi. Ouais, Forcément, la première fois, c'est impressionnant. il y a 10 000 machines au mètre carré, mais c'est Ça, impressionnant, c'est clair. l'ambiance, l'atmosphère et tout, c'était vraiment sympa à Ouais, voir. bah, Et, c'est magique. Mm. Et pour revenir du coup un peu plus sur le podcast, donc là pour ceux qui n'ont pas la vidéo sous les yeux, c'est un podcast du coup qui va se construire un peu comme une FAQ où en fait tu m'as posé plein de questions et en fait je vais juste te répondre là en Ouais. direct comme si on faisait un entretien en fait, hein, où tu me posais des questions et je réponds aux questions. Mais ça va être aussi sous forme de Mhm. débat, c'est-à-dire que je vais pas juste répondre à ta question de manière un peu unilatérale. Forcément c'est des questions qui sont aussi adaptées à ton profil, tu vois. Je sais plus c'est quoi la question. Attends je vais la remettre sous les yeux. Euh, Majoritairement, c'était vers la fin là. Si en gros moi j'ai du temps pour m'entraîner, qu'est-ce que je fais, tu vois, au lieu de, je vois là j'ai des contraintes et je peux grimper que 3 fois par semaine. Enfin là je l'ai plus sous les yeux, je vais le Ouais, retrouver tout à l'heure. Mais ouais, tu vois, enfin voilà, c'est aussi pour faire un débat un peu autour de ces questions. Limite que tu me reposes des questions sur la question. ouais, carrément. Euh, et, Hyper euh, intéressant. et donc voilà, en gros, le but du podcast, c'est vraiment une foire aux questions, donc avec Damien, qui est plutôt falaisiste, auditeur du podcast. Et bah moi, ça me régale aussi de faire des épisodes comme ça. Donc en vrai, là, je m'adresse aux auditeurs. Si jamais vous avez un profil où voilà, vous êtes grimpeur passionné, vous voulez discuter sur le podcast, vous avez des questions à poser, c'est possible que je refasse d'autres épisodes sous ce format-là, avec bah, toi qui écoutes ce podcast, qui veut poser des questions. Donc bah, c'est avec plaisir. Et en vrai, si ça te va, on commence direct, sauf si tu veux commencer en disant autre chose ou quoi. Non, on commence, ça me va, carrément. Ok, parfait. Du coup, question numéro un, moi je vais juste relire les questions comme tu me les as posées parce que j'ai le sommaire sous les yeux. Et après, du coup, j'ai Mhm. noté juste quelques éléments de réponse et bien sûr, je vais détailler beaucoup plus que juste des bullet points comme ça. Mais la question, c'était la Ok. suivante. Est-ce pertinent de planifier au sein d'une même semaine des séances ciblant des filières énergétiques différentes? Par exemple, renfo type Force Max et grimpe Resi sur le spray wall. Donc là, tu opposes vraiment le renforcement type prépa physique et la grimpe où tu vas cibler une certaine intensité. Euh, Suite de la question, du coup, même si cela limite peut-être la progression maximale sur la filière donnée, est-ce que ça permettrait au moins de maintenir les autres qualités comme la rési tout en continuant à grimper, enfin à progresser en force sur 2 séances par semaine? Est-ce que la question elle est bien posée? Est-ce que tu veux rajouter un peu du contexte ou est-ce que je réponds direct? Le contexte, non, ouais, c'est bah, si tu es en cycle de force et que tu fais 2 séances de force dans ta semaine et que tu as quand même envie de maintenir un niveau de rési parce que je dis n'importe quoi, tu as un projet, c'est rési. Du coup, est-ce que c'était pertinent de voilà se focus vraiment que sur la force ou bien de pouvoir tendre à travailler autre chose, quoi, Ouais. grosso modo. Du coup, c'est le premier élément que j'ai mis là dans le sommaire. C'est une histoire de facteurs limitants et d'objectifs. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret. Imaginons, tu te dis, même juste en te basant sur tes sensations, tu vois, on va pas parler de ratio de force ou etc. Tu te dis, voilà, j'ai un projet et dans le crux, j'arrive pas à tenir les prises. Genre là, je sais pas, il y a des arquets à tenir, je les tiens pas, ou alors quand je les tiens 2 secondes et après je suis ouvert en termes d'influx. Voilà, il me manque de la force max, de manière purement subjective. Donc si ça, c'est vraiment ce qui te limite dans ta voie, et que ton niveau de rési il est ok, et que tu te dis pas, bon bah une fois que j'aurai passé ce crux, j'aurai un manque de rési et je vais potentiellement ne jamais enchaîner la voie parce que je manque de rési.
C'est très différent de il manque de la force, mais mon niveau d'endurance et mon niveau de rési, il est suffisant pour que une fois que j'ai débloqué ce facteur limitant de force, bah, ça va me permettre de débloquer ma voix. Donc déjà, je pense, là je me mets aussi dans la peau de l'auditeur là, qui va écouter ce podcast. En fait, il faut toujours revenir au facteur limitant et juste se poser la question des fois de manière très subjective, pas forcément avec des bilans des tests ou quoi que ce soit, de se dire, ok, c'est quoi mon Ouais. facteur limitant actuellement? Donc là, tu vois, je te pose la question du coup à toi personnellement, à Damien. Si tu vas essayer ton projet demain, pourquoi tu tombes dans ton projet, tu vois? N'hésite pas à répondre Ouais. maintenant. Là, actuellement, j'en ai pas, mais ça peut être plein de choses différentes. Ouais, bien sûr, mais c'est hyper bien de se poser la question du coup. Tu vois, c'est Ça, vraiment, ouais. ça recentre, C'est vraiment cette question-là bien qu'il faut sûr. se poser. C'est pourquoi je tombe dans mon projet. Est-ce que je tombe au crux parce que je tiens pas les prises? Est-ce que je tombe parce que, je sais pas, mes pieds ils zippent tout le temps et j'ai pas de gainage? Est-ce que je suis complètement daubé quand j'arrive au Ouais, repos et j'arrive jamais à récupérer dans le bac de repos? Tu vois, juste se poser la question de pourquoi je tombe dans mon projet. Et en fait, cette question, elle est hyper forte, je trouve, parce que ça montre aussi, bah, c'est exactement ce que tu as dit là, quand t'as pas de projet, en fait. C'est-à-dire que des fois, t'as juste pas de projet, t'es dans une phase un peu de construction ou de recherche où tu te dis, bon, et un peu comme t'as dit dans l'intro, j'étais dans le 8B, je suis redescendu au 8A, là je suis remonté un peu dans le 8A+. Bah, pour remonter au 8B ou au 8B+, bah déjà étape numéro un, c'est avoir l'objectif de retourner dans le 8B+. bien sûr, Après là je suis pas là carrément. pour te faire une séance de psychanalyse ou quoi pour te motiver toi personnellement à retourner dans le 8B+. Mais en gros, voilà, c'est vraiment ça ce que je dis en fait en termes d'objectif personnel, c'est déjà pour moi il faut avoir un objectif, je le dis dans tous les podcasts. Mais là si tu te dis juste bon voilà j'ai pas trop d'objectifs et je sais pas pour qu'est-ce que je suis en train de faire dans mon entraînement, bah tu peux faire un peu n'importe quoi, dans tous les cas ça va pas se transférer parce que tu l'appliques pas en fait tout simplement. Et, euh, Ouais. et après c'est une histoire de facteurs limitants. Donc c'est-à-dire que voilà, là je vais recentrer un peu la question. On va dire que là, ce qui te limite vraiment, c'est vraiment ta force. Et on estime que tu es assez fort en rési à côté et que dès que tu auras débloqué ce facteur limitant de force, dans le crux, là en l'occurrence, dans la voix, dans l'exemple, tu vas réussir potentiellement à enchaîner ta voix. Après, voilà, faut quand même mettre l'effort, etc. C'est pas si simple que juste j'augmente ma force et après la voix, je vais la passer. Mais voilà, on part du principe que la rési, c'est pas ton problème suite à ça. Bah là, moi, je pense que ça vaut même le coup dans ton cycle de force d'oublier complètement le côté rési. Donc, si je schématise pour moi de la rési, ça va être des circuits en gros à 70-80% d'intensité où tu vas prendre des temps de repos qui sont assez courts. Tu vas chercher ce qu'on pourrait appeler le lactique, hein, pour faire très simple, où tu es complètement daubé des avant-bras, t'es explosé. Euh, et en fait, tu sors de ta séance, t'es fatigué, pour faire vraiment très simple. Et tu pourrais juste remplacer cette séance de rési par une séance, on pourrait appeler ça d'endurance fondamentale, tu vois, hein, si tu faisais de la course à pied, où bah, au lieu de taper dans de l'intensité 70-80%, donc faire de la rési, faire des circuits, etc., bah, en fait, tu ferais juste je sais pas, de l'escalade, des escalades dans du très facile. Bon, je veux dire, sur Ouais, auto-enrouleur, je vais me faire allumer pour ça. Mais ce serait carrément une séance pertinente, en fait, un peu comme on pourrait appeler ça de la récup active, tu vois. En fait, tu vas juste solliciter ton système aérobie, tu te fatigues très peu, je dis un truc au hasard, une ouais, heure, escalade, des escalades sur des enrouleurs, je sais pas, pour des cotations pour toi qui est dans le 8B, hein, si j'arrondis, dans le 6B, 6C, tu vois, genre vraiment deux chiffres en dessous hein, en termes de cotation. Ce serait pertinent, tu vois, comme séance pour que juste tu fasses de l'aérobie locale au niveau des avant-bras, tu te fatigues pas trop, comme ça tu récupères à excellent. fond pour tes séances de force, et en fait tes séances de force, bah là tu progresses vraiment, et c'est vraiment ton facteur Oui, limitant. Donc ouais, ça, ce serait, tu vois, mon élément de réponse. C'est en fait juste ok. de s'améliorer en fait sur vraiment la qualité qui te pose problème en La réduisant la qualité qui fatigue pose problème. de tout le reste en fait tout simplement. Vois tout ce que tu fais Ok, dans ta semaine comme de la fatigue accumulée d'une certaine manière et bah en fait ouais, tu veux accumuler le maximum de fatigue entre guillemets hein, sur tes séances de force qui te font vraiment progresser et récupérer le plus possible à côté si c'est vraiment ton facteur limitant et ton objectif. Ça c'est le premier point. Tu veux réagir un peu à ce truc là ou pas? eh ben écoute, je réagirais de manière si on opposait imaginons, tu es dans un cycle de force et que tu vas aller dans un projet et que ce qui te manque, c'est de la résie courte. Du coup, comment est-ce que toi, tu verrais les choses? Genre, t'es au sein d'un cycle de force et il faut travailler un peu ta résie courte pour le projet. Est-ce que tu mettrais de côté le projet? Est-ce que tu ferais quand même une séance de résie, genre dans ta séance, enfin dans ta semaine? Bah là du coup la Est-ce question que ce ça serait serait... possible? Ah désolé je t'ai coupé. Non, non, je crois que j'avais fini, ouais. J'allais dire, du coup, là, moi, ma question, ce serait pourquoi tu es en train de faire de la force si tu sens que ton facteur limitant, c'est de la résie courte et que tu es très proche d'enchaîner ton projet, tu vois. Là, je pense que c'est juste Ah oui, ce serait une erreur de planification, selon moi, tu vois. De penser que ok, tu dois faire de la force, alors que là, tu l'as dit toi-même dans la question, je manque de résie courte, bah, du coup, tu manques pas de ouais, force. Donc, pourquoi mettre le focus sur la force?
Et du coup, en fait, ça revient à la deuxième partie de la question. En gros, est-ce qu'on peut faire différentes intensités dans la semaine? Est-ce qu'on peut faire, je sais pas, des séances de rési, des séances de force, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai mis ensuite hein, dans le sommaire là, pour les Ouais, éléments de réponse. On travaille jamais carrément. une seule qualité en escalade. Enfin, t'as pas besoin juste C'est de vrai. force ou juste de rési, juste d'endurance. C'est toujours les Ouais, trois qui sont clairement. corrélés, même quand t'es bloqueur, tu vois, même si on parle que de bloc XT ou quoi, même bloc en compétition, il te faut de la rési pour enchaîner les blocs dans le circuit. Que si t'es en Mais compétition, carrément, ouais. il te faut de l'endurance pour récupérer entre les séances. Enfin, en fait, c'est jamais lié que à une seule qualité. Donc en fait, Non, non, dans, t'as raison. dans tous les cas, même si tu fais un cycle qu'on pourrait appeler par exemple de force, comme dans l'exemple là où tu fais tes 2 séances de force par semaine, tu vas devoir faire de la Mhm. rési, tu vas devoir faire de l'endurance, surtout que toi qui es un grimpeur de voie. Et en fait, mon cas concret, ce serait juste, je te dis, bon voilà, je peux grimper 4 fois par semaine. Bon 2 séances par semaine, je fais de la force, une séance de rési, Mhm. une séance d'endurance, tu vois. Enfin, si on, ou d'aérobie, on l'appelle comme on veut, la séance d'endurance, aérobie, endurance, Ouais. peu importe. Mais c'est vraiment beaucoup moins intense que de la rési en termes d'intensité cible. Oui. En fait, oui, tu peux mixer les intensités dans la semaine, tant que en fait, la fatigue que tu vas accumuler avec les autres séances qui sont pas ton focus principal n'est pas Ouais. dramatique. Je prends un exemple, une séance de rési un peu type que je sais pas, je pourrais conseiller à tout le monde, c'est de faire des circuits par exemple sur un pan. Tu te dis voilà, je fais de la Mhm. rési courte, je fais des circuits de, allez, je vais dire entre 12 et 15 mouvements. En fait, ce circuit-là, peut-être que tu vas le faire que 4 fois avec 20 minutes de repos, si tu es juste dans une phase de maintien, Oui. alors que tu l'aurais fait 8 fois avec 8 minutes de repos si tu Ouais, étais bien dans un sûr. cycle de rési, tu vois. Donc en fait, c'est juste ça. Ok. C'est le volume sur l'intensité cible. Tu vois, par exemple, des séances d'endurance, si c'est juste du maintien, comme je t'ai dit là, 1 heure de escalade, des escalades dans du facile, si tu es en salle sur des enrouleurs, ça va largement suffire à maintenir un niveau de base d'endurance. Alors que si tu es vraiment en cycle de volume, là par exemple, faire, je dis un chiffre au hasard, hein, c'est pas forcément pour toi personnellement, faire 40 voies dans une séance de environ 15 mètres, tu vois, si on prend des longueurs de salle, 40 voies de 15 mètres, pas forcément 40 voies différentes, hein, ça peut être 10 longueurs dans 4 voies différentes, ce serait une séance pertinente, tu vois, dans des cotations comme 7A environ pour toi, tu vois. Comme j'en parlais dans la séance de volume sur le podcast Flash. Donc en fait c'est juste ça, Ouais. c'est une histoire de la fatigue que tu vas accumuler entre les séances, faut pas que ça impacte négativement ce que tu as envie de faire Ouais, bien progresser. sûr. Donc si tu as envie de Ok. progresser en force, faut toujours que tu sois le plus reposé possible quand tu fais de la force, faut que tu dormes bien, faut que tu manges bien, enfin voilà, là je vais pas rentrer dans le côté récupération dans cette question, mais Mhm. faut que tu te dises en fait voilà, si je fais de la rési dans la semaine, ce qui est nécessaire, parce que sinon tu vas juste régresser en rési, faut pas que ça me fatigue pour la force, mais il faut quand même que je sollicite ma rési, et là du coup c'est ce qu'on pourrait appeler des séances de rappel, et, euh, et Ouais. du coup, Carrément. Ouais, un rappel, ouais. est-ce que ça répond à la question de manière globale? Parce que, Ben ok, grave. je vais Ouais, pas bien sûr. m'éterniser sur chaque question, je veux quand même qu'on ait le temps de traiter un peu tout. Ouais. Mais Ouais, bah ouais, carrément. C'est hyper pertinent. ok, Bien parfait. compris. J'avais noté un Ça cas répond particulier parfaitement à la question. J'avais noté un cas particulier pour les blessures. Alors, tu vois, enfin, j'avais noté ça quand j'étais en train de faire le sommaire. Oui. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui va se faire Ouais. une cheville ou qui va se faire les ligaments croisés ou j'en sais rien, tu vois, enfin, je te le souhaite surtout pas. Mais imagine, voilà, t'es blessé sur le bas du corps, tu peux pas grimper. Tu peux plus grimper, c'est mort. Ouais. En fait, tu peux profiter de cette période-là pour vraiment faire un gros cycle de force où là, pour le coup, tu vas faire que de la force pour passer vraiment un cap en termes de niveau de recrutement et adaptation physiologique pour que quand tu reprennes, en fait, t'aies plus besoin de faire ce travail-là et que ton niveau, il ait pris un coup, dans le sens positif. Après, ton niveau de force Ouais, aura pris un coup carrément. positif, ton niveau de grimpe aura pris un coup négatif parce que t'as pas grimpé depuis longtemps. Mais Bien voilà, sûr. je voulais quand même parler de ce cas Une fois que tu particulier fais le où, transfert, c'est bon. ouais, c'est ça. Si t'as une blessure, style, voilà, je sais pas, blessure à l'ischio après un talon, ou voilà, tu peux pas vraiment grimper à ton plein potentiel, en fait, ça vaut carrément le coup, selon moi, de faire, entre guillemets, de la force sur le haut du corps pour vraiment passer un cap, parce que de toute façon, la force sera toujours le facteur limitant quand tu veux augmenter en cotation, ça c'est sûr et certain. Euh, Enfin, proportionnellement parlant, c'est-à-dire que pour ton niveau de force à toi, Proportionnellement. Je suis d'accord. tu auras Ouais. forcément besoin de plus de force si là, toi, tu veux faire du 9A, tu vois. Tu peux pas garder le même niveau de force et passer Ah, du bah, 9A. clairement. C'est pas possible. Tu vois, si ton niveau c'est 8B, Tu peux pas juste multiplier en rési pour faire un 9A. Ça, c'est impossible. ça Il faut plus de dépend. Peut-être force. pour un 9A en particulier, tu vois, si vraiment tu te focalises à fond, mais dans la réalité, je pense que c'est pas une bonne approche parce qu'en fait, à part être hyper spécialisé sur une voie en particulier, ça va mal se Ouais. transférer au global, dans le niveau 9A au global, tu vois, si vraiment on schématise. Bon, après là, je me perds, c'est plus la question. Mais ouais, passer un gros cap sur de la force quand t'es blessé sur le bas du corps, ça peut être hyper intéressant pour, entre guillemets, gagner du temps et rentabiliser un peu ses blessures. Ça, j'en parle aussi parce qu'il y a plein de Rentabiliser grimpeurs la blessure, ouais. Ça, c'est ouais, bien. qui se font des chevilles C'est et une des qui meilleures ont. choses à faire, je pense.
Ou l'inverse, hein, malheureusement à ce moment-là. quand t'es blessé sur le haut du corps, bah, je sais pas, bosser ta souplesse et ta mobilité sur le bas du corps, faire un peu plus de Carrément. cardio, je sais pas, tu vas courir 2-3 fois par semaine pour entraîner ton système aérobie global, tu vois. Enfin, il y a toujours des trucs à faire quand t'es blessé, et ça, faut le garder plus sur une optique, on va dire, long terme. Mais pour résumer du coup la réponse à la question, est-ce que c'est pertinent de faire bah, par exemple 2 séances de force, une séance de résine, une séance d'endurance dans la même semaine? La réponse c'est oui, et ça dépend juste en fait du volume et de l'intensité de chaque séance, tes objectifs personnels et tes facteurs limitants, pour faire très simple. Excellent, trop cool. Ok, parfait. Tu veux Trop bien. rajouter quelque chose ou je passe à la question 2? Question 2, trop bien. Nickel. Merci. Ok, bah écoute, question 2, du coup je vais la lire telle quelle. Selon le type de Ouais. cycle d'entraînement, donc cycle de volume, cycle de force, cycle de rési, à quelle fréquence est-il pertinent de travailler son projet en parallèle? Est-ce que, enfin que ce soit un bloc extérieur ou une voie proche de chez toi, donc là tu fais pas trop la différence entre bloc et voie dans la question. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, voilà, en gros tu te dis, voilà, je suis en cycle de progression, je suis en train de faire un cycle de volume, un cycle de force, peu importe, un cycle de rési, mais Mhm. voilà, j'ai quand même mon projet à côté et bah, à combien de fois par semaine je peux y aller, quoi, pour faire vraiment très simple. Donc là, ça revient à Ouais, faire le exactement. lien un peu avec la question d'avant, c'est-à-dire que, en fait, c'est quoi ton objectif? Est-ce que là, ton objectif, c'est de t'entraîner pour vraiment passer un cap, pour avoir de la marge, entre guillemets, dans ton projet et vraiment réussir ton projet? Ou est-ce que ton objectif, c'est très court terme, je veux sortir mon projet et en gros, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour le sortir et je dois juste être en forme et qu'il y ait les Ouais. bonnes condis et que les étoiles s'alignent, en gros, hein, pour enchaîner le projet. Mais donc là, dans la question, tu es vraiment dans le cas où, voilà, il me manque quelque chose, donc je reprends l'exemple de la force. Je suis en train de travailler ma force, mais voilà, je peux quand même aller au projet, c'est accessible en termes de localisation. Voilà, je peux y aller 1 fois, 2 fois par semaine si j'ai envie. Qu'est-ce que je fais concrètement? Du coup, moi, ma réponse à ça, elle Ouais. est assez simple. C'est que, de toute façon, moi, dans toutes les personnes que je coach, en général, les personnes grimpent 4 fois par semaine. Si vraiment j'arrondis, entre 3 et 4 fois, Ok. mais souvent, il y a 4 séances par semaine, d'escalade, je parle. Et ben, en fait, dans ces Ouais. 4 séances d'escalade, tu as moi ce que j'appelle une séance de grimpe libre. Où en fait, vraiment, je dis à la personne, Mhm. voilà, là, tu te fais plaisir, tu es censé être en forme ou pas en forme, t'adaptes à la forme du jour, ça dépend vraiment du cycle dans lequel la personne est, si elle récupère bien aussi. Enfin, voilà, c'est très général dans le podcast, donc je vais faire des généralités. Mais bien sûr, quand on est en coaching avec quelqu'un, on donne des conseils beaucoup plus précis. Mais pour faire très simple, la séance de grimpe libre, je vais dire à la personne, tu fais ce qui te fait plaisir. Juste, voilà, en gros, tu t'arrêtes avant d'être complètement cramé, tu t'arrêtes avant la fatigue, et tu me fais un retour, et on voit ce que ça donne, tu vois. Et donc là, dans ce cas-là, je dirais à la personne, bah, même si tu es en cycle de force, tu peux aller dans ton projet 1 fois par semaine. Après, je lui dirais bien que c'est pas pour enchaîner son projet, tu vois. C'est juste pour refaire des moves, refaire des sections, pas accumuler trop de fatigue, justement, pour qu'elle puisse récupérer assez pour progresser sur la force. Mais quand même, voilà, faire de la gestuelle dans le projet, tu vois, ça vaut le coup de se dire, ok, je monte, j'essaye de refaire tous les moves, ou alors, je sais pas, je le fais en deux Carrément. sections avec 15 minutes de repos au milieu. Euh, en fait, de garder ce côté un peu gestuel ancré, on pourrait appeler ça un peu la mémoire musculaire aussi, comme ils disent dans plein de vidéos, tu vois, de Adam Ondra ou quoi. Bah, en fait, si ton corps il a la mémoire musculaire de ce que tu es en train de faire en termes de projet et que tu augmentes ta capacité sur ton facteur limitant à côté, ça va vachement t'aider. Je prends un exemple personnel. Euh, genre là, il y a pas longtemps, j'ai sorti un 7C plus bloc où il y avait une Oui. prise à tenir, tu vois, un peu où tu as le poignet cassé. Enfin, c'est vraiment bizarre, tu vois. C'est un truc de mobilité qui est hyper. Ça a l'air d'être très Ouais, plat les prises, hein. bah, c'est plat et en fait c'est des bons plats, tu vois, enfin ce serait considéré comme des bons plats, tu vois, si t'étais à Fontainebleau ou quoi Ok. en termes de standard de plat, mais en fait t'es dans des positions bizarres avec le poignet cassé, enfin là pour ceux qui ont la vidéo, t'es vraiment genre poignet cassé comme ça, tu dois compresser et du coup j'ai fait de Ok. la mobilité spécifique sur le poignet pour bah, passer un Oh, cap sur ce génial. truc là et ça m'a aidé à tenir la Énorme. prise et voilà, donc tu vois il y a des exemples Bah comme ouais, ça c'est ça. où tu le fais en parallèle et du coup bah je fais le projet 1 ou 2 fois par semaine, donc Ouais. il y a ce truc-là où, en fait, voilà, pour faire très simple, réponse à la question, 1 séance par semaine dans ton projet, c'est totalement ok. Faut juste pas accumuler trop de fatigue sur cette séance de projet. Faut juste voilà, avoir Ouais. l'objectif un peu en tête de se dire ok, bah, je suis pas capable de le sortir maintenant. Ou alors, si c'est le cas, hein, Mhm. enfin, si c'est le cas inverse, pardon, de te dire ok, en fait, là, je sens que je suis hyper en forme. Là, aujourd'hui, il y a top condi, je pète la forme. Bah, pas se limiter, tu vois, et pas se dire ah bah non, je suis en cycle d'entraînement, je vais pas essayer de mettre un run d'enchaînement. Parce qu'en vrai, un run d'enchaînement, t'accumules pas tant de fatigue que ça en vrai. C'est plus t'accumules de la Ça fatigue si peut. tu t'acharnes et que ça passe pas et que tu continues à t'acharner. Alors que si tu mets un Oui, run carrément. d'enchaînement, tu tombes à 70% et tu t'arrêtes là, bah t'as pas accumulé tant de fatigue que ça en vrai sur cette séance-là en C'est vrai. particulier. C'est plus une fatigue mentale, le fait de, je sais pas, d'avoir fait la marche d'approche aussi. Enfin, il y a de la fatigue, on va dire, périphérique, mais la fatigue grimpement parlant, t'as pas accumulé beaucoup de fatigue, tu vois, sur juste un run Ouais. max dans Comme ton tu dis, poids c'est quand max. t'enchaînes. C'est Quand ça. t'enchaînes les essais dans ton niveau max ou même un poil sous max, c'est ça qui fatigue au fil des séances. Ouais, beaucoup plus. Si je reprends ton cas à toi, ça va plus te fatiguer de faire 4 7B à vue dans une séance
que de faire 2 runs dans du 8B en mode projet, tu vois. Enfin, en termes de fatigue accumulée totale, je Je parle. pense que tu crames moins d'énergie, ouais. Non, clairement. T'as moins de gestion en fait. Tu connais plus ta voix, ton essai il est robotisé. C'est pas pareil que de produire un état de à vue, même dans 4/7B, ça c'est sûr, Ouais. je trouve. Donc du coup, pour répondre simplement à la question, te limite pas, te dis pas, voilà, je suis en cycle d'entraînement, faut pas du tout que j'aille dans le projet, parce que en gros, une fois par semaine, ça va être ok, tant que tu n'accumules pas trop de fatigue, si jamais ton objectif à côté, c'est de te développer sur certaines autres Ouais. qualités. Et j'ai mis du coup cas concret numéro 2, c'est est-ce que tu es en cycle de performance. Là, pour le coup, si tu es en cycle de performance, c'est totalement l'inverse. Oui, Tu vas te dire, en gros, je bien sûr. supprime tout ce qui n'est pas le projet pour être le plus en forme possible dans mon projet. Et là, j'ai juste mis un Mm. exemple concret pour aller vite. C'est 3 séances par semaine dans le projet, où tu vas faire que ces 3 séances-là. Alors, ça marche que sur Ouais, du très court terme, hein, parce que c'est une question qui va venir après. Au bout de combien de temps tu commences à régresser, etc. Du coup, ouais, je vais pas développer plus dans cette question-là. Je vais juste donner l'exemple concret et je développerai juste après. En gros, tu fais 3 séances dans la semaine, séance 1 le lundi, tu recales juste les mouvements de ton projet, tu rentres chez toi, tu dors, tu récupères. Jour de repos, et ensuite tu vas essayer de le faire en 2 sections, j'en sais rien. Tu prends 2 jours de repos, tu reviens, et là tu dis ok, c'est l'enchaînement, c'est aujourd'hui. Et là tu as fait 3 séances dans ton projet, mais t'as pas accumulé beaucoup de fatigue, tu as accumulé beaucoup de confiance, et bah, s'il y a les condis le jour numéro 3, bah, il y a de grandes chances que ça sorte le jour numéro 3, tu vois. Donc il y a ça aussi, se dire que des fois en fait tu peux y aller 3 fois, 4 fois dans la semaine, si tu as une intention derrière ta séance et que tu n'accumules pas trop de fatigue, c'est ok. ouais. C'est ok parce que c'est pas en 3 ou 4 séances que tu vas avoir des blessures de surutilisation. C'est plus sur 5, Ah, 6, 7, 8 ah, séances où tu mets 4, 5, 6 runs à chaque séance. C'est là où vraiment tu vas ouais, commencer à avoir des problèmes. Mais si tu te dis juste, voilà, aujourd'hui je vais à la falaise, je vais dans mon projet, je recale juste les mouvements, t'as pas accumulé beaucoup de fatigue, t'as accumulé beaucoup de qualité du coup parce que tu t'es frais mm, quand tu vas travailler les moves et tu essayes de tout bien recaler, tu mentalises aussi. Enfin, voilà, il n'y a pas que de l'entraînement physique, c'est aussi un entraînement mental, hein, de se mémoriser les moves, d'essayer d'être le plus efficace possible, c'est de la technique. Enfin voilà, il y a toute cette dimension-là aussi que tu vas entraîner indirectement quand tu vas juste faire une séance où l'objectif c'est recaler les moves. Et après, bah, si tu te reposes bien entre les séances, il n'y a pas de contre-indication. Il y a les 3 fois dans la semaine si tu es en cycle de performance parce que à côté, justement, tu récupères bien, c'est le que tu as but. planifié ton cycle, etc., quoi. Et tu t'es entraîné pour ça, donc c'est le Oui, moment. Faut y aller, c'est ça, carrément. exactement. Là, pour le coup, c'est si c'est ton seul objectif, bah, en fait, tu te focalises là-dessus et il y a pas d'histoire de séance de rappel, je sais pas quoi et tout, parce que ça va vraiment pas te limiter sur 2 ou 3 semaines, mais du coup, je vais développer ça beaucoup plus dans les questions suivantes. Est-ce que ça Ouais, répond à ouais, la ouais. question Ouais. numéro 2 du coup, tout ce que je viens de dire, ou est-ce que tu veux rajouter des choses Bah franchement, ouais, c'est du concret, hein. En séance de perf, enfin en cycle de perf, c'est à ce moment-là que ça se passe. Du coup, let's go. Et puis le reste du temps, non, faire des séances on pourrait appeler ça de rappel de performance limite. Ouais, c'est un peu ça. Bah, Mm. c'est tu prépares. Tu prépares ta perf parce que bah, en soi, Ouais, il y a rien qui te limite hein, si tu as le temps d'y aller, d'aller 3 fois dans la semaine à la falaise. Bon, du coup, je reprends solo parce que Damien a eu des problèmes de connexion. Du coup, la suite, ce sera vraiment en mode podcast flash. Donc, je passe à la question suivante. Quel type de cycle d'entraînement, du coup, volume, force, endurance de force, enfin, selon le type de cycle d'entraînement, volume, force, endurance de force, etc., à quelle intensité est-il recommandé de travailler les antagonistes? Peux-tu proposer pour chaque cycle une séance type incluant des exercices comme les dips, le développé couché, le travail de la coiffe des rotateurs, etc.? Alors ma réponse, elle va être plutôt simple pour cette question. Déjà, il y a le podcast Flash sur la séance antagoniste qui est sorti il y a pas longtemps et du coup, tu m'avais posé les questions avant la sortie de ce podcast Flash. Mais donc du coup, pour faire vraiment très simple, en fait, je fais pas de différence, enfin quasiment pas de différence sur les antagonistes, en tout cas entre un cycle de volume, un cycle de force, un cycle de rési, tout simplement, parce que c'est pas le facteur limitant de la progression. Donc en fait, tu veux quasiment entraîner tes antagonistes, j'ai envie de dire tout le temps en force. Après, c'est pas de la force maximale, hein. L'intensité que je recommande, c'est plutôt intensité entre 6 et 8 sur 10 grand max en termes de RPE, donc entre 60 et 80% d'intensité perçue. Et en fait, de le faire un peu tout au long de l'année en mode progression continue. Et en fait, tu vas travailler en rési ou en endurance de force ou quoi que ce soit, seulement si tu as vraiment un facteur limitant précis sur les antagonistes. Par exemple, tu as les extenseurs des poignets ou des doigts qui sont complètement pétés avant même tes fléchisseurs. Là, ça peut être intéressant de travailler en force, puis en rési, puis etc. Là, ça peut être intéressant dans ce genre de cas très précis. Ou par exemple, si tu sens que c'est tes épaules qui vont dober avant même tes bras quand tu fais de la voix, par exemple. C'est des cas rares, mais qui peuvent arriver. Dans ces cas-là, tu peux avoir envie de cycler un peu tes antagonistes.
Mais sinon, pour faire très simple, pas de cyclage sur les antagonistes, tu fais toujours plus ou moins de la force. Après, c'est pas de la force maximale, c'est du RPE 6, RPE 8 grand max. Et tu peux monter un peu plus haut si tu as vraiment un cycle de force, par exemple sur des dips ou du développé couché, où tu vas faire par exemple 5 séries de 5. Bon, après, ça reste RPE 8, hein, tu vas pas à l'échec, ou 3 séries de 3, RPE 9, peu importe. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin vraiment de cycler ces antagonistes. Tu fais tout le temps plus ou moins de la force max à RPE 6, RPE 8 pour faire vraiment très simple. Après voilà, surcharge progressive et ne pas accumuler trop de fatigue, c'est pas les antagonistes qui vont faire que tu vas progresser en escalade ou non, c'est plus ça qui va faire que tu vas te blesser ou non sur du long terme et le but c'est juste de pas se blesser, c'est pas vraiment de progresser en tant que tel. Si je prends un exemple très simple, si là tu as un développé couché à 80 kg en 1 RM et que ton développé couché il passe à 110 kg, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer du 8B au 9A. Donc aussi simple que ça en termes de réponse pour cette question-là. Ensuite, du coup, je passe à la question suivante. En saison d'entraînement, si un objectif en renforcement n'est pas atteignable en un seul cycle, est-il pertinent de faire un deuxième cycle séparé d'un deload et quelle est la limite de répétition d'un cycle? Alors là, du coup, faudrait déjà, bah, comme tu l'as dit, avoir un objectif de cycle. Donc, je vais reprendre des métriques très simples pour les doigts, par exemple. Imaginons là, ton ratio sur les doigts, c'est 1,4 et tu te dis, ok, je veux absolument passer à 1,6. Et bien dans ce cas, en fait, tant que t'as pas atteint la métrique, ça vaut le coup de répliquer les cycles. Et en fait, tu vas être dans une logique de cyclage sur cette qualité-là en particulier. C'est-à-dire que tu vas pas forcément te dire, ok, je fais un cycle de volume sur le corps entier, ou je fais un cycle de force sur le corps entier. En fait, tu peux faire des sortes de cycles dans les cycles où tu vas te dire, ok, là pour les doigts, par exemple, je suis en cycle de volume, mais pour tout le reste, je suis en cycle de force. Et ensuite, là, pour les doigts, je suis en cycle de force. Et pour tout le reste, je suis en cycle de puissance, par exemple. Etc., etc. Et en fait, ça va te permettre de répliquer les cycles. De faire, par exemple, cycle de force numéro 1, cycle de force numéro 2, cycle de force numéro 3 sur les doigts. Sans te cramer, en fait, sur tout le reste du corps. Alors, c'est un peu mal exprimé, là, et je me rends compte en me repassant là, la chronologie. Mais pour faire très simple, pour répondre à la question, si tu t'entraînes, on va dire sur le corps entier, que tu planifies ta progression en te disant, ok, je fais un cycle de volume, voilà, c'est volume sur le corps entier, on va dire, puis cycle de force corps entier, etc. Là, ça vaut le coup de faire seulement des doubles cycles. C'est-à-dire que tu vas faire par exemple volume, force, deload, et là, peut-être, je sais pas, puissance par exemple, et après tu repars. Volume, force, puissance. Volume, force, rési, peu importe. Donc ça vaut le coup de doubler des cycles de force pour continuer à progresser sur la qualité donnée. Là où ça peut être très intelligent, c'est de ne pas doubler le cycle de force sur tout le reste qui a réussi à progresser. Par exemple, je sais pas, tu te dis, voilà, mon objectif en traction, c'est 40 kg, c'est pas 50. Bah, dès que tu as les 40 kg en traction, tu fais que du maintien dessus. Et tu vas juste forcer un peu plus sur les doigts parce que tu auras un peu plus d'influx qui sera libéré par le fait que tu fasses moins de traction à côté. Donc ça, c'est vraiment pour la partie cycler l'entraînement et est-ce que c'est rentable, on va dire, de dupliquer les cycles. C'est-à-dire que en fait, voilà, tu peux séparer le travail, c'est-à-dire tu peux te dire, ok, je fais un cycle de volume sur tout le corps, un cycle de force sur tout le corps, et ensuite je passe en cycle de puissance sur tout le reste, sauf les doigts où je continue un cycle de force. Ça, c'est ok. Après, voilà, c'est un peu, j'ai envie de dire casse-tête, parce que bah, si tu sais pas bien le planifier et que tu mélanges un peu trop tous les trucs et que tu accumules trop de fatigue, ça peut amener à des blessures ou de la surutilisation ou quoi. Donc vraiment à faire avec précaution. Si tu veux pas prendre de risques, tu cycles tout. Volume, force, puissance, performance. Volume, force, puissance, performance. Ou volume, force, rési, performance, etc. etc. Tu cycles tout sur tout le corps et il n'y aura pas trop de problèmes en général. Après, si tu veux vraiment faire du précis, par exemple, voilà, tu te dis, moi, j'ai 1,4 sur les doigts, je veux passer à 1,6, et bah tant que tu n'as pas sur 1,6, en fait, tu restes dans une logique de force, avec quand même du cyclage sur la qualité, où tu vas pas enchaîner plus de 2 fois un cycle de force. C'est un peu complexe de répondre à cette question. Je pense que là, ça aurait été cool qu'il n'y ait pas de problème de connexion pour que tu puisses un peu me dire si ça a bien répondu à la question. Je pense que oui, mais du coup, je vais passer à la question suivante. Du coup, question suivante en cycle ou en saison de performance, donc en trip de grimpe par exemple, est-ce qu'il est pertinent de faire son renforcement type gainage par exemple après la séance de falaise afin de garder de la qualité dans sa grimpe et son influx nerveux? Alors là j'ai vraiment fait la différence dans la réponse à la question, donc pour ceux qui voient la vidéo là, sur un trip court et un trip long. C'est-à-dire que si c'est un trip vraiment court, comme par exemple tu vas 2-3 semaines dans un endroit, tu veux performer pendant ces 2-3 semaines,
Ça va pas du tout être la même chose en termes de logique que si en fait ta saison de performance elle est sur place, on va dire, elle est proche de ton domicile et que c'est accessible en termes de localisation et que tu vas y passer 3 mois ou 4 mois. C'est pas du tout la même logique et du coup, pour faire très simple, sur un trip court pour commencer, c'est inutile de surcharger avec du renforcement. Sur 2 3 semaines, en fait, tu vas pas avoir le temps de vraiment régresser sur des qualités données parce qu'en plus tu vas grimper à intensité proche de ton max. Et du coup, c'est pas ça qui va te limiter. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais pas ton gainage pendant 2 ou 3 semaines de trip que tu vas pas enchaîner ta voie ou tu vas pas enchaîner ton bloc. Par contre, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si tu fais ton gainage et que ça te fatigue et que du coup bah, tu es fatigué quand tu vas faire ta séance de performance, bah, ça n'a aucun intérêt. Donc pour faire très très simple pour répondre à cette question-là, aucun intérêt de faire du renfort, si ce n'est à l'échauffement pour bien s'échauffer, etc. Et encore, voilà, ça reste des intensités d'échauffement, hein, donc RPE 5-6. Et voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire 2 séries de pompes, tu vas faire une série de dips grand max, allez, 2 fois 10 pompes, 5 dips entre deux cailloux. Et voilà, c'est bon, t'es échauffé et il n'y a pas eu besoin de faire une vraie séance de renfort. Pareil pour les doigts, hein, suspension pied au sol, sur la poutre à la falaise, un peu de tirage un peu max avec les pieds au sol. Enfin, en soi, ça reste du renfort, mais c'est pas une séance de renfort, c'est du renfort dans l'échauffement. Donc, sur un trip court, aucun renfort. Vraiment, toute la fatigue que tu peux économiser et qui va te permettre de mieux récupérer, bah, c'est ce qu'il faut viser en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, réponse très claire pour cette question-là. Fais pas du tout de renfort quand tu es en cycle de performance et que ce cycle il est très très court, surtout si c'est sur un trip. Voilà, ça c'est pour la première partie de la question. Maintenant pour la deuxième partie, là c'est un peu plus complexe. Pour une saison longue, par exemple, voilà, toi tu es à Saint-Léger, tu peux y rester 3 4 mois, et du coup il y a les conditions pour performer pendant 3 4 mois. Comment tu vas gérer du coup cette période de performance? On imagine que tu as bien cyclé ton entraînement juste avant la période de perf, que tu arrives un peu en pic de forme au moment de la séance de perf, de la saison de perf, pardon, pas de la séance de perf, et que voilà, tu te dis, bon, bah en fait, voilà, la saison elle va durer 4 mois, il faut que je gère un peu mon intensité pour pas me blesser au bout de 2 semaines et pour performer vraiment sur ces 4 mois. Bah, là, du coup, il va falloir rajouter ce que moi j'appelle du coup des séances de rappel, donc rappel de force, rappel de puissance, et en fait, pour moi, hein, je dis bien pour moi, la meilleure option pour faire ça, ce serait de le faire en salle, avec un combo de renfort et de grimpe sur un spray wall par exemple, dans le cas d'un falaisiste pour le coup. Euh, et là, du coup, ceux qui ont la vidéo, vous avez l'exemple. Par exemple, tu fais par exemple 2 ou 3 séries de traction lestée sous forme de montée en gamme. Je dis un truc au hasard. Ton max, c'est 40 kg. Tu fais 3 reps à 20 kg, 2 reps à 30 kg, une rep à 35 kg. Bah voilà, tu as entretenu ta qualité de force max. Tu as fait vraiment ce qu'on appelle un rappel de force. Et ensuite, tu vas faire par exemple 1 heure de bloc max sur le spray wall. Voilà, 1 heure, pas 1 h 30, pas 2 heures. Tu divises la durée théorique de la séance de bloc max par 2. Et ça va en fait te permettre de maintenir ton niveau de force dans cet exemple-là. Pareil pour l'explosivité. Tu peux faire par exemple des tractions explosives et juste après tu fais du no-foot sur spray wall pendant 30 minutes. Et voilà, en fait, tu as fait une séance qui dure 45 minutes et tu as entretenu ton niveau de puissance, ton niveau d'explosivité, donc ton niveau de RFD. Et t'as pas besoin de beaucoup plus. Et après, voilà, je pense que si la saison est longue, tu rajoutes une petite séance antagoniste, allez, au moins une fois toutes les 2 semaines, et t'as pas besoin de beaucoup plus pour te maintenir. Normalement, tu vas réussir à te maintenir plutôt bien, surtout si tu grimpes de manière intelligente sur ta saison, et que tu vas pas faire 4 séances de projet dans la semaine pendant 4 mois. Ça, c'est hyper important aussi, c'est d'avoir une logique de se dire, ok, bon bah là, je sors de mon pic de forme, ça vaut le coup de faire l'exemple qu'on a cité précédemment, où tu vas faire, par exemple, bah, 3 séances dans la semaine où tu vas aller dans ton projet, mais avec un objectif précis à chaque fois, pas 3 séances où tu essayes d'enchaîner. Et par contre, si tu fais ça sur 4 mois, tu vas complètement être cramé en termes d'influx, en termes de motivation, même en termes de blessures de surutilisation, parce que tu vas aller tout le temps dans la même voie, tout le temps dans les mêmes moves, etc. Donc là, je pense que ça vaut le coup aussi quand la saison de performance elle est longue, d'avoir des objectifs intermédiaires, d'avoir des projets annexes, de pas s'acharner en gros pendant 4 mois sur un projet en particulier. Euh, Ce serait beaucoup trop intense et peu de chances de vraiment performer au final si tu le sors pas rapidement, selon moi. Après voilà, ça s'adapte au cas par cas, c'est vraiment hyper spécifique là pour le coup comme question. Mais pour répondre à cette question, si tu es en saison ou en cycle de performance, tu fais pas de renfort. Tu fais le strict minimum de renfort, c'est-à-dire bah, juste à l'échauffement pour être vraiment bien échauffé, et c'est tout. Et par contre, si ta saison elle dure plus longtemps, 3 4 mois, tu vois, bah là tu peux commencer à faire des petites séances de rappel, rappel de force, rappel de puissance, rappel d'explosivité, enfin voilà, de RFD, puissance, explosivité, souvent ça va être dans la même séance, euh, avec une petite séance d'antagoniste de temps en temps pour vraiment bien se maintenir et pour entretenir le côté, voilà, risque de blessure, etc. Euh, donc question suivante. Euh,
tu touches majoritairement un public de grimpeurs, grimpeuses en salle avec une vie professionnelle, vie familiale chargée, pour un grimpeur qui, au contraire, habite près d'un site de grimpe et où l'accès à la salle n'est pas compliqué. Quelle est la différence selon toi et en tant que coach, comment planifier un cycle? Euh, cette question, elle est hyper intéressante et du coup, je vais y répondre assez simplement. En fait, pour moi, la différence entre quelqu'un qui va pouvoir grimper 3 fois par semaine, grand max, et faire aller 1 ou 2 séances de renfo parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a une vie chargée, etc., et quelqu'un qui, à l'inverse, a le temps de tout faire et justement, ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Il y en a un, dans son cas, c'est comment je vais faire pour tout caler dans si peu de temps, et l'autre, c'est en fait, comment je vais faire pour ne pas en faire trop, pour pas me cramer, parce qu'en fait, en théorie, je peux en faire trop. Et donc en fait, là c'est très délicat comme sujet, mais pour faire très simple, pour moi, si tu as tout le temps du monde pour t'entraîner, ça vaut le coup de faire des doubles séances. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu fais ta routine mobilité, tu fais ta séance de renfo en fonction de ce que tu as besoin de travailler, voire même tu fais des doubles séances d'escalade. Ça c'est possible aussi quand tu es plus athlète de haut niveau, j'ai envie de dire. Pour des mortels comme nous, ce serait beaucoup trop intense en termes d'intensité sur je vais dire les tissus, mais les doigts, les ligaments, les tendons, etc. Enfin, souvent ça va juste être trop intense, même en termes de peau aussi. Donc c'est pour ça aussi souvent qu'on mixe un peu renfo et grimpe, hein, c'est pour soulager aussi un peu la peau. Faire des suspensions sur la poutre, sur du bois, ça taxe pas pareil du tout que de faire des circuits sur spray wall, sur des prises en résine. Donc c'est aussi pour ça que la poutre et la préparation physique, ça peut être hyper intéressant. Mais je te conseillerais en fait de faire des doubles séances et de ne pas trop en faire justement. Qu'est-ce que j'appelle trop en faire? Pour moi, si tu grimpes plus que 4 fois dans la semaine, à notre niveau, alors là si j'arrondis, donc j'arrondis au 8 bévois, grimper plus que 4 fois dans la semaine, ça va pas être productif. Souvent la cinquième séance, tu vas être trop fatigué, ça va entacher ta récup, etc. Donc en fait, dans tous les cas, tu sais que tu peux grimper que 4 fois dans la semaine de manière productive. Et après, le renfort que tu fais à côté, là pour le coup, ça peut valoir le coup de le caler le matin si tu as le temps, pour avoir le temps en fait de récupérer ta séance de renfort d'ici l'après-midi, où tu vas grimper du coup l'après-midi. Et en fait aussi, ça te permet d'avoir ce qu'on appelle une double adaptation génique, c'est-à-dire qu'en fait le matin, tu stimules tes gènes sont restimulables 6 à 8 heures après, et en fait 6 à 8 heures après, tu fais ta séance d'escalade, donc en fait tu progresses en théorie 2 fois plus vite que quelqu'un qui s'entraîne tout dans la même séance. Après voilà, c'est de la théorie, dans la pratique ça se passe pas comme ça, parce que sinon ce serait beaucoup trop facile, on s'entraînerait tous 2 fois par jour, on ferait de la poutre le matin 30 minutes, on irait grimper 1 heure en fin de journée, et on serait tous des mutants. Et c'est pas le cas, si jamais vous testez, vous aurez pas trop de résultats de cette manière-là, enfin surtout si vous faites que 30 minutes de poutre et 1 heure de grimpe. Mais en gros, tout ça pour dire que tu peux essayer de tout optimiser en théorie, mais ce qui compte, c'est vraiment le moyen terme, le long terme, et ce que tu vas réussir à faire en termes de constance et de surcharge progressive, etc. Mais pour répondre à cette question simplement, pour moi, la journée parfaite, idéale, si tu t'entraînes et que tu as tout le temps du monde pour t'entraîner, c'est tu te réveilles, tu fais ta routine mobilité, tu fais ta séance de renfo. Voilà, après, je sais pas, tu vas te balader, tu vas marcher, tu vas récupérer, en gros, on peut faire très simple. Tu manges, tu fais une sieste, et après, tu repars t'entraîner l'après-midi. Et après, voilà, tu rentres le soir, tu fais des étirements et tu vas dormir. Si tu fais ça 4 jours par semaine pendant 2 3 ans, juste tu deviens un monstre. Et après, voilà, faut avoir le temps de le faire et faut être assez discipliné, assez motivé et tout pour faire ça sur du moyen terme et sur du long terme. Et aussi le fait de faire sa séance de renfo le matin et pas coller à sa séance de grimpe, en fait ça t'évite d'avoir la fatigue instantanée de la séance qui va impacter négativement ton niveau de grimpe à l'instant T. Après voilà, dans quelle mesure ça l'impacte et tout ça c'est pareil, c'est très subjectif. Enfin, très subjectif, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être très fatigués par une séance de renfo très courte, et à l'inverse, des gens qui vont pouvoir faire 1 heure de renfo et que ça impacte pas négativement leur grimpe derrière, parce que ça les aura plus activés qu'autre chose. Ça dépend de ce que tu fais dans ton renfo aussi. Mais voilà, pour faire très simple, pour moi, si tu as tout le temps du monde, tu répliques ce schéma-là, tu te réveilles, tu fais ta routine de mobilité, tu fais ta séance de renfo, tu vas marcher, tu manges le midi, tu fais une sieste, tu retournes t'entraîner l'après-midi, tu rentres le soir, tu fais tes étirements et tu vas dormir. Ça, c'est vraiment la journée parfaite théorique pour quelqu'un qui aurait tout le temps de s'entraîner, tu vois, pour un athlète de haut niveau ou quoi. Et, euh, et après, voilà, faut juste avoir le temps de le faire, l'envie de le faire, savoir pourquoi tu le fais aussi, si t'as pas besoin de faire du renfo parce que t'es déjà au niveau sur plein de qualités, il n'y a pas forcément besoin de faire du renfo. Mais voilà, ce serait ma réponse à cette question de manière assez synthétique. Question suivante, donc quels sont tes conseils pour réussir à donner une intensité subjective perçue sur un effort? Alors là, elle est technique la question, mais en gros, si je reformule la Ouais. question, c'est comprendre en gros l'échelle de RPE. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le RPE, c'est, alors je crois que c'est Rate of Perceived Exhaustion, j'arrive pas à le dire, mais en gros, c'est la fatigue perçue, en gros, pour faire très simple, si on fait la traduction littérale. Euh,
Et du coup, ça, c'est très individuel. Alors, individuel dans quel sens? C'est que déjà, entre les coachs, on n'a pas la même échelle. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je dis, voilà, Mmh. RPE 6-8, je sais ce que ça veut dire, je le définis vraiment clairement, mais pour un autre coach, un Mmh. RPE 8, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Donc, ça, c'est hyper subjectif en fonction du coach. Donc, tu vois, quand quelqu'un te dit, ah bah, entraîne-toi à RPE 8, ça va super bien marcher, en fait, en fonction de sa définition de RPE 8, c'est pas du tout pareil. Parce que, tu vois, par exemple, OK. en force athlétique ou en haltérophilie ou quoi que ce soit, bah, un RPE 8, ça se trouve, tu peux faire un 1RM, mais en étant RPE 8, tu vois, parce que tu avais une certaine vitesse sur cette Mmh. répétition-là, mais tu serais pas capable de faire plus en termes de charge. Donc, pareil, je vais pas trop me perdre dans les détails, mais juste pour dire que le RPE, c'est subjectif en fonction du coach déjà, et de, bah, si tu fais toi-même ta propre échelle, c'est subjectif à toi. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on assimile souvent le RPE, et moi c'est mon cas, à ce qu'on appelle les RIR. Donc RIR, c'est répétition Oui. en réserve. Pour moi, Ouais. c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que sur du renfo, par exemple, un RPE Mmh. 7, c'est 3 répétitions en réserve, pour Pas faire très répondre à simple. réserve. Ouais, carrément. Donc en gros, voilà, RPE 10, 0 rep en réserve, RPE Intéressant. 9, 1 rep en réserve, etc. Donc ça déjà, c'est pour la partie Ouais, je trouve ça renfo. logique. Ouais. Ça, c'est pour la partie renfo et c'est le côté très théorique de la chose. Après, comment savoir concrètement? Donc, c'est le but de la question aussi, hein, si t'es RPE 6, RPE 7, RPE 8, surtout sur des intensités de grimpe. Là, c'est ce dont je parlais en fait dans la séance de volume, Mmh. avec ce fameux truc de quand t'es RPE 7, 8, t'es censé devoir flasher et doubler. C'est-à-dire que si tu peux Oui. pas flasher et doubler, c'est pas du RPE 7. T'es plus haut dans l'échelle de Ouais, RPE. Après, voilà, ouais. c'est mon échelle subjective. Après, peut-être que d'autres coachs utilisent la même ou quoi. Après, moi, je l'ai un peu customisé dans le temps, on va dire. Mais pour faire très simple, pour moi, c'est ça. Un vrai RPE 7 pour quelqu'un de ton niveau. Donc, si je schématise Falaise de 8B, je pense qu'un vrai RPE 7 pour toi, ce serait 7A, 7B grand max. Genre vraiment grand max, tu devrais être capable de faire des doublettes dans le 7B. Et encore, ce serait pas Mmh. flashable à 100% et ce serait pas doublable à 100%. Tu vois. Enfin, tu me dis après hein, si je Ouais, me carrément trompe pas, ouais. et Mmh. comment tu schématises la chose. Mais voilà, c'est très individuel aussi. Et ça revient aussi à dire ce que je disais dans le podcast sur la séance de volume, par exemple. Il y en a qui vont être très bons en volume, justement. Ou par exemple, ça se trouve, toi, tu es capable de doubler, je dis un truc au pif, Mmh. 2 fois 7C et de flasher des 7C. Par Ouais. contre, ton niveau max, c'est 8B, c'est-à-dire que tu n'es jamais allé au-dessus de 8B en termes de niveau max. Peut-être parce que Mmh. tu n'y passes pas assez de temps, peut-être parce que tu as d'autres facteurs limitants, peu importe. Mmh. Mais ça se trouve, ton vrai niveau max, du coup, c'est pas 8B. Et donc, du coup, il y a ce Ouais, conflit un peu entre est-ce que tu es bon en volume ou est-ce que tu es bon en max. Et il y a des grimpeurs qui poussent le max tout à fait. tellement loin que, en fait, bah, ça se trouve, tu es falaisiste de 9e degré sur une voie en particulier. Mais en fait, ton niveau à vue, je dis un truc au hasard, c'est 7A, tu vois. C'est possible, genre, d'être Ouais, dans des niveaux comme ça. c'est possible. Donc en fait, c'est très très subjectif ce RPE. Et pour faire vraiment très simple, si tu veux te situer, moi ce que j'aime bien dire aussi, c'est que le RPE, c'est différent entre le RPE de la séance au total et le RPE d'un exercice donné. Je reprends l'exemple du rappel de force. En rappel de force, tu vas faire par exemple une traction à 35 kg, là, dans mon exemple précédent. Mais en fait, si tu as fait une Ouais. traction à 35 kg et que tu pouvais pas faire une deuxième rep, bon bah t'étais RPE 10, hein, si je schématise, mais en fait, t'as fait que une rep Mmh. dans ta séance. Donc en fait, ça se trouve, là, tu prends 30 Oui. minutes de repos et tu peux refaire une rep, tu vois. Donc en fait, pour Ouais, moi, ça, du coup, en termes de RPE de bien sûr. séance, t'es sur du RPE 4, 5, tu vois, si vraiment je schématise en gros, c'est de l'échauffement. C'est un peu de la potentiation, c'est de l'échauffement. Même si tu vas forcer fort en termes d'intensité max, bah, Tout si tu à le fais fait. sur une rep, Ouais. c'est pas très fatigant, tu vois, au global pour ton corps. Donc en fait, Mmh. moi j'utilise Incroyable. une sorte de double échelle de RPE. Je mettrai peut-être ça dans la description en ressources accessibles, on va dire. Mais en fait, j'ai le RPE sur les exercices, où du coup j'utilise un peu pour faire vraiment très schématique les répétitions en réserve. Où voilà, en gros, une intensité subjective de 8 sur 10, c'est en gros, voilà, je force environ à 80%, et en général ça correspond à avoir 2 répétitions en réserve. Si on fait un gros arrondi, hein, c'est très compliqué de répondre à ça synthétiquement. Et par contre, pour la grimpe et pour les intensités subjectives des séances, moi je fonctionne en jour de repos, donc tu aurais besoin pour refaire la même séance. C'est-à-dire qu'en gros, OK, je si capte. tu fais une énorme séance qui te détruit le lundi, je sais pas, tu grimpes pendant 5 heures dans ton projet, t'as mis 10 runs, enfin bref, tout ce qu'il faut pas faire, Mmh. combien de jours de repos t'as besoin pour refaire cette séance-là sans te blesser et sans perdre de performance? Bah, tu vois, si la réponse c'est déjà plus de 3 jours, pour moi, tu es sur du RPE 9, RPE 10, tu vois. Après, tu vois, en général, ça va Ouais, être un jour de repos ou 2 jours de repos, et là, tu es sur du RPE 7, 8, et là, tu es dans la bonne zone de progression, je trouve. Donc, en fait, c'est pour ça aussi ouais. que je conseille de faire des séances qui sont assez courtes, subjectivement. Il y en a, ça peut les faire rire, hein, quand je dis il faut faire 2 heures de bloc max dans un podcast, et qu'ils voient des gens qui postent sur Insta, ah, j'ai fait 18 violets à la séance à Arcos, j'ai fait une séance de 6 heures. Mais en fait, c'est tellement pas comparable, et c'est des gens qui sont dans des niveaux tellement élevés que à Oui, notre, clairement, c'est pas enfin, comparable.
C'est ça. Donc en fait, Bah, si on essayait nous de le faire, ça serait juste pas applicable de toute manière. Donc non, 2 heures de séance de bloc max, c'est franchement des fois même au bout d'une heure et demie, tu sens que tu peux arrêter ta séance, hein. Quand ouais. t'as vraiment forcé, Non, mais hmm, clairement. je suis Et du d'accord. coup, c'est des histoires d'intensité subjective. Tu vois, ça se trouve, là, dans mon exemple, ceux qui font 18 violets sur 24 à la séance à Arcos, bah, en fait, pour eux, chaque violet, c'est intensité subjective 5 sur 10, tu vois. Alors que toi, un violet, ça pourrait te prendre Ouais. 3 séances à forcer à fond, tu vois, j'en sais rien. Enfin, je dis toi, mais pas toi personnellement, hein. Ça peut être n'importe quel autre grimpeur. Ah oui, oui, bien Donc, sûr. vraiment, il y a ce truc-là où en fait, les RPE, c'est très très subjectif. Mais pour moi, du coup, pour répondre de manière très synthétique à la question, en gros, quasiment tout le temps en escalade, Hmm. quand tu t'entraînes, hein, je parle pas quand tu veux performer, quand tu t'entraînes, t'es en gros tout le temps entre RPE 7 et RPE 9. Tu vas jamais taper dans du RPE 10. Pour moi, RPE 10, ce serait de la compétition ou de la performance où vraiment tu donnes tout à un Ouais. instant T et tu t'en fous d'être cassé pendant deux Ok. semaines après, tu vois. Alors que Mhm, l'entraînement, mhm. t'as pas envie de ça. L'entraînement, t'as envie de rentrer chez toi, Carrément. prendre 1 ou 2 jours de repos et pouvoir refaire la même chose Ouais, en un peu mieux, tu vois, avec la surcharge progressive. Donc tout en à fait. gros, si je devais donner qu'un seul conseil à la majorité des grimpeurs pour cette histoire de RPE, d'intensité subjective, etc., avec mon échelle personnelle et mon expérience, 90% des séances des gens, ça devrait être entre RPE 7 et RPE 8. De temps en temps, du RPE 9, tu vois, dans les cycles de force, etc., tu vois, ou des séances vraiment données, enfin des séances vraiment précises, pardon, dans des projets, tu vois, type la séance de grimpe libre ou quoi que ce soit. Mais voilà, en Ouais. gros 80% du temps RPE 7-8, que ce soit sur les exos de renfo, que ce soit sur le volume de grimpe, etc., le volume d'entraînement. Quelqu'un qui grimpe à 80% dans du RPE 7-8 va 6 fois moins se blesser que quelqu'un qui grimpe dans du RPE 9-10 et qui fait des compètes, etc. Enfin, c'est juste logique. Après, voilà, c'est très individuel, tout le monde est différent. Il y en a qui vont grimper 6 heures à RPE 9 et dans 2 jours après, ils ont récupéré alors que toi, tu seras blessé. Donc, très très subjectif, Ouais, mais tu me dis si ça répond à la question et si tu as envie de ouais, c'est hyper préciser des choses pertinent, par ouais. rapport à ça. Bah, j'aurais peut-être une question, mais est-ce que je peux poser une question qui me concerne personnellement? Ah bah oui, oui, bah, Je bien sais sûr. pas si par exemple, mettons, on va comparer 2 cas de figure. Le premier cas, c'est quand tu fais, une séance de force max qui dure 1 heure et que, tu calcules du coup le temps passé par l'intensité perçue, ça te donne, toi, ce que tu appelles l'unité arbitraire. Ouais. Est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment applicable à une journée en falaise? Parce que, par exemple, tu tapes un run, ça dure, je dis n'importe quoi, 30 minutes et tu te reposes 2 heures après. Mais tu peux calculer le temps de repos comme tu compares le temps de repos dans une séance de force, ou là, tu prends que le temps de grimpe? Quand tu compares la séance de falaise, donc, le temps de grimpe plus le temps de repos que ça te demande avant de retaper un essai, bah, si tu calcules le temps comparé à l'exo et au repos d'une séance de force, je trouve pas ça proportionnel en termes d'unité. Et du coup, je regarde ma charge dans la semaine, je me dis c'est pas du tout en cohérence. Du coup, je sais jamais s'il faut que je calcule mon repos ou pas sur une séance de falaise. Ouais, pour calculer du coup ta charge d'entraînement sur la séance. Ouais, sur la séance et enfin pour avoir la charge dans la semaine. Avec bah, quasiment tous mes coachés et comment je le quantifie. En gros, pour faire très simple, peu importe le volume que tu vas faire dans ta journée en falaise en termes de nombre d'heures, très souvent, je dis bien très souvent, si tu faisais un copier-coller de ce que tu fais et que tu devais le faire en salle, ce qui est beaucoup plus facile à quantifier, on va dire, ce serait des séances qui durent maximum 3 heures. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3 heures, juste t'aurais plus Ouais, d'énergie et tu sors de la salle, en gros, hein, si je schématise. Donc en fait, ouais, moi je pars du carrément. principe que même si ta séance en falaise elle dure 6 heures et que tu as mis par exemple 3 runs, bah en fait tu vas juste essayer de faire un comparatif avec une intensité perçue que tu as pu ressentir en salle sur une séance d'entraînement donnée. Donc tu vois par exemple si tu fais une séance type projet max ou en falaise là je parle, où tu vas monter dans ton projet à essayer de caler tous les moves et après de faire en 2 sections, etc. etc. et qu'au final tu te rends compte que tu as mis, je dis un truc au hasard, hein, que tu as mis 50 mouvements dans une intensité subjective de 9 sur 10. En fait, c'est comme si tu avais fait Ouais, une séance de bloc max, tu vois, si vraiment je schématise, hein. Et donc, du c'est coup, vrai. tu vas mettre dans ta prog, enfin, du coup, dans les calculateurs, là, pour les auditeurs, là, qui comprendraient pas de quoi on est en train de parler, moi, je quantifie, du coup, la charge d'entraînement. Alors, il me semble que c'est la méthode Foster, mais j'ai un doute sur le nom. Mais pareil, tellement on l'a customisé, enfin, je sais plus du tout le même truc que j'utilise, même en termes de référence de pourcentage et tout. Mais pour faire très simple, moi, je prends la durée de la séance, donc, par exemple, vous avez grimpé pendant 2 heures, donc vous rentrez dans la salle, il est 10 heures, vous sortez, il est midi, vous avez grimpé 2 heures, du coup, après voilà, faudrait pas compter l'échauffement dans ce temps-là, etc. Donc on va faire très simple pour les calculs. Oui. Je vais partir sur Mhm. 100 minutes. Donc 100 minutes, ça ferait 1h40, hein. Donc ouais, c'est ça, 60 plus 40 minutes.
Donc, Mhm. tu as grimpé 100 minutes à intensité subjective 9 sur 10. Et du coup, bah, je fais 100 fois 9, ça fait 900. Du coup, 900, c'est une unité arbitraire et c'est ta charge d'entraînement qui va s'additionner sur toutes les séances de la semaine. Et peut-être qu'à la fin de la C'est semaine, ça. tu auras par exemple 6000 de charge d'entraînement. C'est une unité arbitraire. Ouais. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, pour faire très simple et pour répondre à ta question, je fais des équivalences, du coup, entre ce que tu fais à la falaise et ce que tu es censé faire en salle sur des séances beaucoup plus codifiées, on va dire. Et du coup, bah là, ta Oui. séance de falaise où tu as travaillé des moves qui ressemblent plus ou moins à une séance de bloc max en termes d'intensité subjective, bah en fait, tu vas mettre que c'est une séance de bloc max dans ta prog. Donc, tu vas mettre 3 heures. Alors là, du coup, j'arrondis à 3 heures parce que souvent, ça dure plus longtemps que 2 heures quand tu es en falaise, en termes de Mhm. subjectivité aussi. Et donc, je mets 3 heures RPE 9 ou RPE 10, tu vois. Et en fait, souvent, ça te donne une Ok. très bonne estimation de ce que tu as vraiment fait en termes de charge. Et je sais que c'est pas hyper précis, etc. Mais en fait, là où ça devient précis, c'est que si tu quantifies toujours ta charge de la même manière et que tu te dis, ok, bon, bah, quand Oui. je vais en falaise, c'est 3 heures, enfin, je mets 3 heures sur mon programme et c'était intensité subjective 9 ou 10 ou 8 ou peu importe, bah, en fait, ça te permet de comparer les semaines entre elles et après, si tu veux vraiment rentrer dans le détail de pourquoi cette semaine j'étais plus fatigué que la semaine précédente, là, faudrait vraiment aller compter limite le nombre de mouvements, le temps que ça t'a pris, le temps de repos. Enfin, en fait, après, tu rentres dans des calculs tellement complexes Ouais. qu'en fait, t'aurais mieux fait Et de faire même une sieste l'échauffement. pour récupérer et progresser plus, tu vois. Non, mais il y a ça aussi, tu vois. Ça aussi, c'est un truc où, en tant que coach, on peut tomber un peu dans la suranalyse des données et de se dire, Ouais, ah, il me bien faut sûr. absolument, je sais pas, un capteur de fréquence Ah cardiaque, un capteur de vitesse, etc., etc. Et en fait, au final, oui, oui, le ça doit temps que rendre tu fou. passes à analyser les données, surtout en tant qu'athlète qui a Ah, pas de coach, bah, en fait, c'est du temps ouais. que tu aurais pu regarder ta vidéo à la falaise et te dire, ah, bah, en fait, sur la Ouais. vidéo, mon talon, il est mal placé. Et en fait, tu reviens le lendemain et ton Ah, talon est bien placé et tu passes la voie, tu vois. mais carrément. Donc, Je suis d'accord. il y a vraiment des ordres de Pas trop grandeur se en prendre la termes tête. de, ouais, c'est ça, de priorité, d'analyse des données, etc. Mais donc pour faire très simple, pour moi là dans ton cas précis par rapport à la deuxième partie de la question, quand tu vas en falaise, tu mets 3 heures dans ta programmation pour les calculs de charge d'entraînement et tu mets Mhm. ton intensité subjective perçue, donc 7, 8, 9, 10 sur 10. Et comme ça te donne une très bonne estimation et tu vas pouvoir beaucoup mieux traquer ta charge d'entraînement. Et pour 90% des coachés qui grimpent en falaise, je fonctionne avec ce système et ça marche très très bien. Ok, trop bien. Et Ça après, m'étonne voilà, pas. faut Ouais. l'adapter au cas par cas, mais dans ton cas où vraiment la question c'était ça, moi je te conseillerais ça Oui, oui, personnellement. bien sûr. Ok, super Léo. Trop, trop stylé. Est-ce que du coup ça Ok, hyper répond bien. à la question globale de quel conseil par rapport au RPE et la subjectivité de l'effort? Ah ouais, carrément. Oui, oui, bien sûr. Le RPE donné, selon ta vision, moi j'ai très bien compris, hein. Je pense que les gens comprendront Ouais. tout aussi bien. Et du coup, Trop bah, cool. question suivante. Là, du coup, c'était toi personnellement qui voulais parler. Tu m'as écrit en gros ce que cycler mon entraînement m'a apporté. Et là, en vrai, je te Oui, laisse un peu me dire bah, concrètement qu'est-ce que ça a changé pour toi le fait de. Enfin, oui, pour remettre un peu de contexte aussi. On avait fait des visios en amont où ouais, du coup, je t'avais fait un bilan des tests, je t'avais conseillé certaines choses, etc. Vraiment en mode ouais, coaching là pour le coup. carrément. Et du coup, là, tu m'as fait une sorte de petit bilan de qu'est-ce que ça t'a apporté. Et enfin voilà, du coup, je te laisse un peu développer cette partie-là. Et après, bah, ce sera la conclusion du podcast, hein, tout simplement. Ouais, ouais, bien sûr. Ok. Et bah, déjà, moi, cycler mon entraînement, donc je le fais depuis 1 an. 1 an le 1er juillet, je me souviens que la batterie de test, on l'avait fait le 1er juillet 2025. Euh, déjà, ça a permis de plus me blesser, mais vraiment plus. Du coup, ça, c'est le point positif. Euh, alors, pourquoi je me suis plus blessé? C'est que j'ai l'impression que de cycler son entraînement, déjà, ça permet de mieux comprendre ce que tu travailles indépendamment. Genre, quand tu fais du volume, tu sais dans quelle phase tu es. Ça permet de pouvoir mieux travailler ta force pour ensuite mieux travailler ta résie. Je trouve que tu es vraiment en pleine connaissance de la filière énergétique et ça, c'est vraiment un terrain favorable à la surcharge progressive. Et pour moi, la surcharge progressive, c'est genre, enfin, de mon point de vue, le meilleur moyen pour progresser en entraînement. C'est un terrain hyper favorable pour la progression. Je trouve que, bon, sans conflit d'intérêt, tu vois, tu peux avoir l'application Lattice Training, taper la séance de force max, on te dit, bon, il faut que tu la fasses à 90%, donc tu fais un test de force max, tu te mets à 90%, tu travailles. Mais en fait, on t'explique à aucun moment il faut monter cette gamme. Donc en fait, quoi, si t'es pas au courant qu'il faut avoir une surcharge progressive, et bah tu vas juste travailler à la même intensité sans jamais progresser. Et du coup, cycler par, en fait, au fur et à mesure des cycles, ton volume devient de plus en plus conséquent, ta force de plus en plus conséquente et ta résie aussi. Pour moi, c'est vraiment compliqué de se blesser dans ces conditions. T'es souvent dans le contrôle,
Tu vas pas à l'échec à chaque fois, tu as peu de répétitions. C'est c'est comme ça que je vois ce que ça m'a apporté, quoi. Vraiment, le fait de moins me blesser, de plus comprendre les filières énergiques que je travaillais et surtout que ouais, la manière de progresser, moi, je la trouve très logique. Ça a beaucoup de sens, quoi. En grande ligne. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Non, non, mais c'est hyper intéressant en vrai parce que je me souviens aussi quand on avait fait la visio du coup d'analyse de tes tests à toi l'année dernière, il y avait ce côté du coup où tu étais blessé à ce moment-là, enfin où tu revenais de blessure, je me souviens plus exactement du contexte, mais Ouais, il y avait je le revenais de côté, blessure, ouais. voilà, c'est ça, il y avait le côté blessure vraiment qui était prédominant et en gros dans ta tête c'était clair, tu te disais en gros voilà, je veux plus me blesser, je veux vraiment contrôler ce que je fais pour avoir une méthode un peu prédictible et me dire ok bon bah là je sais que je suis en train de m'entraîner intelligemment, je suis pas en train de juste forcer et juste grimper et je sais pas trop et c'est un peu au petit bonheur la chance. Et Ouais. moi c'est ça que j'aime bien en fait dans le coaching et dans l'entraînement en général, c'est qu'en fait si on analyse un peu tout ce qu'on s'est dit là hein, dans ce podcast là sur vraiment toutes tes questions etc. C'est qu'en fait à chaque fois on revient à la même conclusion, c'est que faut adapter à la personne, ça c'est tellement logique, mais en fait t'as tellement Ouais. des grandes lignes qui te permettent de dire ok la théorie c'est ça, comment je l'adapte à mon profil. Et après, bah, comme Mmh. tu dis, enfin, un conflit d'intérêt ou pas, enfin, n'importe quelle application ou ChatGPT ou peu importe quelle IA peut pas faire ça en fait. Ça peut pas faire Non, ça. c'est Même sûr. moi, j'ai testé de m'auto-coacher un peu, tu vois, avec l'IA, de lui dire mes séances, lui dire voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Tu vois, et un peu comparer ce qu'elle me conseille de faire comparé à ce que moi je me serais auto-conseillé. Et en fait, il y Ouais. a des très très grosses différences. Et des fois, j'ai testé, hein, je dis à ChatGPT, voilà, là je suis en pleine forme, mon projet Kilter c'est tel bloc, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et en fait, je me dis, bon, tu sais quoi, je vais lui faire confiance, je vais faire la séance. Et en vrai, ça se passe pas forcément très bien. Et après, je me dis, bon, tu sais quoi, là j'arrête, je me fais confiance à moi-même, je fais ma propre séance comme je l'aurais Ouais. fait. Et en fait, ça se passe beaucoup mieux. Et pareil, tu as tous les détails d'exécution des exercices. Là, t'en as reparlé avec la fameuse montée en gamme. Donc, pour ceux qui connaîtraient Ouais. pas la montée en gamme, c'est Hyper juste le important. fait de s'échauffer progressivement. Donc là, je reprends l'exemple des tractions. Ton max, c'est 40 kilos. Bah, tu vas pas directement juste faire des rotations de bras, comme tu disais dans l'intro, et après directement faire un max à 40 kilos. Mmh. Tu dois faire, je sais pas, je dis un truc au hasard, hein, 10 répétitions au poids de corps, 5 répétitions à 10 kilos, 3 répétitions à 20 kilos, 2 répétitions à 25 kilos, etc. jusqu'à arriver à ton max en fait. Ouais. Et du coup, Tout à ça, fait. si c'est mal détaillé, si c'est mal expliqué, si on te dit pas pourquoi tu dois t'entraîner à 90% et pas à 85%, bah en fait, comme tu dis, tu stagnes parce que ça se trouve, tu vas forcer à Ouais. 90% dans toutes les séances, mais est-ce que c'est vraiment ton Ouais. 90%? Bah ça, tu sais pas. Alors que si tu te dis, ok, Oui. mon max à l'instant T sur les tests physiques, c'est 40, bon bah en fait, je repars à 30 kilos et je fais un cycle où je fais 10 répétitions à 30 kilos, 8 répétitions à 32,5, 5 répétitions à 35. Là, je dis des trucs vraiment au hasard, hein, copiez pas ce cycle, copier-coller. Du coup, bah, en semaine 4, je suis censé faire une répétition à 45. Et du coup, tu as gagné 5 kilos Ouais. sur ta traction en régressant en termes de charge, mais en ajoutant du volume, de la Oui. répétition, etc. Et c'est vraiment ça l'entraînement, hein. Et en escalade, il faut faire la même logique. C'est-à-dire que, tu vois, là, j'ai eu le cas récemment aussi en visio avec un client en coaching. Où en fait, pour faire très simple, il a un très bon niveau de bloc. Tu vois, si j'arrondis, en gros, c'est un bloqueur de 7B en termes de cotation de bloc. Et en fait, Ok. en falaise, il a pas un niveau super. C'est ses propres mots, tu vois. Enfin, en gros, il sent que voilà, en falaise, c'est vraiment son facteur limitant par rapport à son niveau, niveau rési, endurance, etc. Et du coup, je lui dis, bah regarde, en fait, t'es tellement fort sur ton niveau de bloc comparé à tes objectifs que là, en fait, on va juste faire de la basse intensité. Tu as des séances où je lui dis, voilà, tu te fais une boucle de 30 mouvements, tu prends 5 minutes dans la boucle et 1 minute de repos pied au sol ou juste voilà repos passif on va dire et tu délayes hein, dans la boucle, c'est pas 5 minutes où tu bouges non-stop, c'est vraiment des fois tu t'arrêtes sur un bac, tu délayes pendant 2 minutes, ça fait partie de la boucle tu vois. Oui. Et du coup ça fait des séances très chiantes sur le papier, très bah, après ça va c'est pas très long tu vois, c'est des séances de 1 heure parce qu'il s'entraîne à la maison sur son pan etc. Mais en fait Ok. bah, subjectivement, il a aucune émotion hein, quand il fait la séance. Je lui dis, voilà, mets un casque, mets de la musique, mets un podcast, je sais pas, fais les devoirs de tes enfants en même temps, tu vois. Enfin, c'est des séances qui sont très chiantes. Mais au final, en fait, c'est vraiment ce dont il avait besoin pour progresser, parce que du coup, bah, il a augmenté sa capacité aérobie, et quand il retourne à la falaise, bah, il est pas fatigué de ces séances-là. Il a augmenté sa C'est sûr. capacité aérobie, et du coup, bah, il grimpe plus fort en falaise, parce que bah, il a une meilleure Ouais. endurance au sens large. Et, euh, et du coup, c'est ça aussi, je trouve, le piège dans l'entraînement, c'est de se dire que tu as besoin de forcer à toutes les séances, etc. Et du coup, ça me permet de conclure un peu et de faire le lien avec ce que tu disais par rapport au RPE, etc. Mais vraiment, ça, c'est la plus grosse erreur que je vois le plus souvent dans l'entraînement, en général, en escalade, c'est qu'on est tout le temps dans de la haute intensité, tout le temps.
toujours envie de Ouais, perfer, même dans les séances d'entraînement. c'est ça. Et ça, c'est le plus Ouais. gros piège en fait. C'est le plus gros piège et c'est ce qui Mais c'est t'empêche vrai. un peu de faire de la surcharge progressive. Et des fois, tu t'en rends pas compte quand t'es dedans, à moins que quelqu'un justement d'extérieur, c'est pas forcément un coach, hein, ça peut être un pote avec qui tu grimpes ou quoi, te dise bah regarde, là ça fait 8 séances que t'es dans le dur, bah prends une petite semaine de repos, tu vois. Et toi, t'es là en mode bah Ouais, non, ou je que vais pas tu me te blesses en reposer. fait, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai, bah, c'est Clairement. hyper intéressant Je suis d'avoir d'accord. des regards extérieurs de temps en temps. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose dans la conclusion? Mais franchement, pour moi, ça conclut très bien le podcast et bah, c'est top. Et après, je ferai la transition sur si les gens veulent réserver un appel, etc. avec les liens qui Ok, sont en trop cool. description. Mais je sais pas si Et pour toi, ben, t'as un petit mot de la fin. non, en parlant d'intensité, ouais, le podcast que tu as fait sur le volume, je trouve que ça, c'est pareil, c'est un banger. Il faut, comme tu dis, se détacher du fait de toujours vouloir faire sa voix max, son niveau max, en bloc, en voix, peu importe, mais aussi des fois, en fait, tu peux progresser, bah, même en force, en fait, en faisant du volume. Et il faut varier les intensités. Je suis hyper d'accord avec toi. Non, vraiment, merci Léo pour ton travail, tous tes podcasts. C'est un travail monstre ce que tu fais. Je sais pas si tu te rends compte, mais tu es un des seuls, j'ai l'impression, sur le marché à proposer autant de, voilà, d'investissement et c'est trop cool. Vraiment, vraiment, c'est trop bien. Merci à toi. Non, mais moi, ça me régale, comme tu dis, déjà de faire des visios bah là, avec des coachés, pas toi, enfin, pas toi personnellement, parce que je te coache pas personnellement, mais j'aime quand même faire des visios avec toi, je te rassure. Et, Carrément. mais C'est tu vois, trop de cool. faire des visios, que ce soit pour les podcasts, avec des coachés et tout, en fait, au final, c'est ça, hein, c'est le côté passion de l'entraînement, même de l'escalade, tu vois. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on montre le plus sur les réseaux ou quoi, mais en fait, quand t'es vraiment en suivi avec Ascension, enfin, tu vois tout ce qu'il y a derrière aussi. Et c'est pas juste, voilà, t'es le protocole de force doigt et hop, ciao. C'est bien plus que ça, Mhm. c'est vraiment un suivi. Enfin bref, là, je vais faire de l'auto-promo juste pendant 2 secondes pour conclure le podcast. Mais déjà, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre des commentaires, petite review de 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, etc. Les commentaires sur YouTube, voilà, surtout n'hésitez pas. Partagez cet épisode aussi à un pote à vous qui grimpe, qui a besoin un peu d'entendre ces trucs-là sur le volume, la gestion de la charge, etc. Ça peut être vraiment hyper intéressant de le partager. Il y a tous les liens dans la description, que ce soit pour réserver votre premier appel qui est gratuit, pour faire éventuellement un bilan, pour voir si un coaching ça peut vous correspondre. Ensuite, il y a toutes les ressources gratuites, donc les tests, etc. Il y a le lien aussi de nos Instagram respectifs. Et il y a les sponsors aussi. Donc bon là, j'ai mis que les codes NutriPure, mais n'hésitez pas à aller regarder aussi le lien qui est dans notre bio Instagram, donc sur le compte Ascension ou sur mon compte à moi, Léo Pazek. On a plein de partenariats. Il y a 25% sur le matériel YY. Il y a la magnésie avec Sequoia, il y a les compléments alimentaires avec NutriPure. Enfin voilà, on a plein de petits partenariats par-ci par-là. Je crois même qu'on a 25% sur Looking for Wild. Donc ça aussi, nous, on travaille un peu en sous-marin sur le côté pour faire des partenariats aussi avec les marques, etc. Mhm. Quand il y a des commissions, etc., on peut le dire ouvertement. NutriPure, on prend des commissions. Tout le reste, quand je vous dis il y a moins 25%, il y a vraiment zéro commission. C'est vraiment voilà 25% pour vous et nous on prend zéro dans l'histoire. C'est vraiment juste pour bah, tu vois, on a fait un starter pack par exemple sur YY avec le matériel de base, tu vois, style les élastiques, un petit mini crux, ce genre de truc où tu te dis bon voilà, j'ai zéro matos, je vais acheter ce pack là pour pouvoir m'entraîner en gros dans ma maison pour faire très simple. Trop Bah, bien. ce pack là on a négocié 25% de réduction sur le pack et sur tout le reste du site d'ailleurs. Et donc voilà, ça on le fait vraiment par pure envie de transmettre et de vous transmettre bah, les bonnes pratiques aussi dans l'entraînement. Bah, c'était tout pour moi pour cet épisode du coup. J'espère qu'il vous a plu. J'en profite aussi pour redire que si vous avez un profil un peu comme Damien, donc que vous êtes auditeur du podcast, que vous êtes voilà grimpeur passionné, vous entraînez, etc., que vous avez des choses à dire ou des questions à poser, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message pour qu'on éventuellement planifie un épisode foire aux questions numéro 2, j'ai envie de dire. Donc ça pareil, je suis ouvert au débat, je suis ouvert à la discussion et aussi si vous avez des recommandations pour des personnes à interviewer. C'est vrai que là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu trop d'interviews sur le podcast. Alors c'est pas forcément qu'une volonté de ma part, c'est aussi que bah, j'ai pas forcément relancé certaines personnes ou j'ai pas trop fait de recherche pour aller voir qui voulait être interviewé sur le podcast ou pas. Donc si jamais toi auditeur du podcast, tu connais quelqu'un qui aimerait bien passer sur le podcast, qui a des choses à dire, qui s'entraîne, qui a une vision, je sais pas, de l'entraînement, de l'escalade, etc. hyper intéressante à partager, moi ce serait avec plaisir pour faire ce genre d'interview. Euh, Est-ce que tu veux conclure avec quelque chose, Damien? Et sinon pour moi c'est tout bon. Bah écoute, juste merci pour l'invitation et voilà, c'est tout. Merci encore. Bon bah merci à toi. Et c'était tout du coup pour ce podcast Fort aux questions. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à la prochaine.